Et si on ne parlait pas du Proche-Orient? Et si ce Shabbat, on tenait à distance les manifestations, les démonstrations qui bombardent nos boîtes e-mail, nos réseaux sociaux et nos esprits depuis des jours et des jours? Si on ne parlait pas ce soir des combats que se livrent les pro-ceci ou les pro-cela, qui font croire de façon si manichéenne et parfois si simpliste que l'on ne pourrait pas être à la fois ceci et cela, soucieux à la fois des uns et des autres, d'un camp et de l'autre, pro-israélien et pro-palestinien. Comme si toute identification était forcément exclusive, comme si on ne pouvait pas être sensible à la souffrance des deux camps et soucieux de justice et d'empathie à leurs égards. Il est bien sûr normal et légitime qu'un conflit nous rende sensibles à la souffrance des nôtres et solidaires de leur douleur, surtout lorsque nous vivons au quotidien avec angoisse ce qu'ils traversent. Mais que faire quand ce combat anesthésie chez certains toute sensibilité au-delà de son groupe? Que faire quand chez ceux-là, l'affiliation sert moins à promouvoir une cause qu'à abriter une haine? Et c'est bel et bien cette haine qui trouve abri dans certains cortèges et dans certaines propagandes. Alors aujourd'hui, je ne veux pas parler du Proche-Orient, mais je voudrais plutôt que nous parlions de la France, ce pays au cœur duquel on assiste à d'étranges et nauséabonds affrontements. Certains ne voudraient y voir qu'une importation d'un lointain conflit, sorte de réplique à distance d'un séisme qui ne nous concerne pas, mais la vérité, on le sait, est bien plus complexe. La République n'a pas attendu l'opération israélienne pour connaître la crise d'identité qu'elle vit aujourd'hui, et la libération de la parole antisémite n'est pas née avec les bombardements de Gaza. Affirmer qu'il ne s'agit que d'une simple importation d'un conflit, c'est nier qu'il existe dans ce que nous vivons aujourd'hui une sorte d'appellation d'origine contrôlée, une production locale, un made in France, bref, une menace spécifique contre la République, contre son histoire, contre ses valeurs, qu'il nous faut penser en déconnexion d'un conflit étranger. Ce soir, je veux donc parler de la France, de ce qu'elle est, non pas simplement pour les Juifs, mais de ce qu'elle est pour la pensée hébraïque. Parce que figurez-vous que l'hébreu a lui aussi, comme le général de Gaulle, une certaine idée de la France. Et il suffit pour s'en rendre compte d'écouter comment il la nomme. Le nom de pays en hébreu moderne n'est généralement pas très original. L'Angleterre s'appelle Anglia, l'Amérique s'appelle America, l'Italie Italia. Mais la France, qui aurait bien pu s'appeler Francia, répond au doux nom de Tsarfat. Un terme qui vient non pas du latin ou du grec, mais de la Torah, parce qu'aussi surprenant que cela puisse paraître, la Torah parlait de nous bien avant que Clovis ne devienne le roi des Francs. C'est par la parole du prophète Obadiah, un petit prophète de la Torah qui n'avait pas beaucoup de pétrole mais beaucoup d'idées, que l'histoire de Tsarfat nous est contée. Au verset 20 de sa prophétie, il est écrit la chose suivante: Vegalta achel azel livnei Israël asher kenaanim ad Tsarfat. Les exilés des légions des enfants d'Israël allèrent de Canaan jusqu'à Tsarfat. Et selon ce verset, nos ancêtres partirent en exil jusqu'à cette contrée de Tsarfat. Mais où est donc ce Tsarfat biblique? Là-dessus, les chercheurs s'affrontent. Certains y voient une ville du Liban nommée Sarepta, tout près de Tyr, voilà qui semble géographiquement plausible, sauf pour Rachi, qui, dans son commentaire au XIe siècle, écrit que Tsarfat, le fin fond de l'exil dont parle Obadiah, c'est forcément chez lui. Or, Rachi, exégète et vigneron, habite à Troyes, en Champagne, et dès lors, Tsarfat devint, par son intermédiaire, le royaume de France. Si Rachi, le plus célèbre commentateur de tous les temps, avait été polonais ou russe, vous pouvez deviner où vivraient aujourd'hui les Tsarfatim. Mais Rachi lit et interprète le texte du fin fond de son exil personnel. Et cette idée est intéressante parce que bien des Juifs ont pensé cela à travers l'histoire, ont pensé leur identité juive à travers le prisme de leur exil personnel, tout en créant des ancrages sur leur terre d'installation. Bref, comme Rachi, ils ont été nombreux à planter des vignes tout en lisant leur texte. Notre pays s'appelle donc Tsarfat, un mot qui en hébreu a une étrange étymologie. La racine du verbe letzaref en hébreu signifie plusieurs choses. Elle signifie mélanger, combiner, faire fusionner des métaux. Le tsarfat, c'est un creuset d'orfèvre, littéralement, un vase dans lequel est produit un alliage
par fusion. La traduction la plus exacte du mot tsarfat est donc donnée en anglais par l'expression précise de melting pot, le pot, l'ustensile d'orfèvrerie dans lequel une fusion a lieu. Chers amis, nous habitons, selon la Bible, au fin fond de l'exil des enfants d'Israël, dans un lieu qui est par excellence le lieu du melting pot, c'est-à-dire d'une mixité sociale possible et nécessaire pour produire un alliage, un métal robuste et riche, capable de résister à la corrosion et à bien des attaques, bien mieux qu'un métal pur. Et pourtant, nous voilà précisément à un moment où la fusion est en faillite, dans l'échec d'un alliage national, d'un être ensemble, au cœur d'un creuset de différences qui devrait faire alliance, mais qui exprime si fort le rejet de l'autre. Notre devoir à tous est d'interroger la responsabilité de chacun dans l'échec de cette orfèvrerie nationale. Notre devoir est aussi de penser la possibilité d'alliage et d'alliance dans la République, sans s'excuser pour ce que nous sommes et pour ceux que nous aimons. Israéliens et Palestiniens ne parviennent pas aujourd'hui à dialoguer ou à penser tout ce qui devrait les unir. Mais eux ont au moins l'excuse d'un conflit politique et territorial pour justifier cette incapacité. Nous ne l'avons pas. La République n'a pas cette excuse. Et c'est à elle de modeler l'alliage dans le lieu même de la plus grande cohabitation d'une minorité juive et arabe en Europe. Si la France n'y parvient pas, elle sera impardonnable. Si elle y parvient, elle pourra exporter un modèle plutôt qu'importer un séisme. Encore un dernier mot. Nous nous apprêtons cette semaine à lire la toute dernière paracha du livre de Bamidbar. Demain, nous refermerons le livre du désert et au bout de ces déserts, nous serons au pied d'une terre promise. La tradition veut qu'au bout de cette lecture, demain, nous réciterons une formule consacrée. Chazak, Chazak, Venit Razek. Littéralement, force, force, et nous serons forts. Au bout du désert, nous dit cette tradition, nous ne sommes pas au bout du voyage. Au contraire, il nous faut prendre encore des forces pour le reste du chemin. Chazak, Chazak, aujourd'hui, la force des uns hurle contre la force des autres. Hu nitrazek. La puissance véritable se mesure pourtant à la capacité d'unir nos forces dans un projet commun pour bâtir un alliage qui peut-être saura ouvrir les portes de nos terres promises. Shabbat Shalom.